la vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions prévu. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'un avenir rempli de stabilité, d'amour et de réussite personnelle. Mes parents m'avaient appris à valoriser le travail acharné et l'honnêteté, alors j'ai poursuivi mes études et ma carrière en gardant ces principes à l'esprit. Je n'étais pas extraordinaire, mais j'étais déterminé à construire une vie qui compte. Rencontrer Jennifer, c'était comme découvrir la pièce manquante de mon puzzle. Elle n'était pas la personne la plus bruyante ou la plus glamour de la pièce, mais elle avait une force tranquille qui m'a immédiatement attiré. Au fil du temps, notre lien s'est renforcé et j'ai cru avoir trouvé ma partenaire pour la vie. Ensemble, nous avons imaginé un futur construit sur des rêves communs, une confiance inébranlable et un respect mutuel. Pendant des années, nous avons travaillé main dans la main pour créer cet avenir, des premiers moments de galère pour joindre les deux bouts jusqu'aux améliorations graduelles dans nos carrières et nos finances. Nous avons tout affronté ensemble, du moins, c'est ce que je croyais. Quand j'ai fini par réaliser que des fissures se formaient dans les fondations de notre mariage, il était presque trop tard pour les réparer. J'étais profondément concentré à examiner des dossiers sur mon ordinateur portable quand elle est entrée dans la pièce. Ces retours tardifs du travail étaient devenus une routine, mais il y avait quelque chose d'inhabituel ce soir-là. Les enfants avaient fini leur repas et leurs devoirs depuis longtemps et dormaient déjà depuis près d'une heure sans même mentionner leur mère. Ce schéma, autrefois facile à ignorer, me rongeait désormais d'une manière que je ne pouvais plus nier. J'avais passé l'heure précédente à passer en revue nos finances sur les 2 dernières années. Les choses s'étaient dégradées. Nos revenus avaient chuté de manière significative, mais ma femme n'en avait pas eu l'air conscient. Elle continuait de dépenser comme si de rien n'était. Je payais simplement les factures, mais je savais que nous ne tiendrions plus très longtemps. Des doutes sur mes choix ont commencé à s'insinuer en moi. Avais-je commis une énorme erreur? Depuis 2 ans, j'attendais l'effondrement inévitable. Cela ressemblait à une bombe à retardement. Mais à présent, je n'en étais plus si sûr. Je l'ai finalement remarqué là, debout, à me regarder. Quand mes yeux ont enfin croisé les siens, elle a croisé les bras et a dit « Michael, je veux divorcer ». Je ne savais pas comment réagir. Mon esprit était en pagaille, incertitude, dégoût de moi-même et une étrange sensation d'engourdissement. Ce n'était pas drôle, mais j'ai failli rire. 17 ans passés ensemble, et maintenant elle m'annonçait que tout était fini. Tout ce que nous avions construit prenait fin, et d'une certaine façon, cette prise de conscience m'a apporté un curieux soulagement. Je l'ai regardé, tentant de me remémorer les bons moments, mais le poids de l'instant m'a frappé. Je n'étais pas un grand manager, même si j'étais un excellent programmeur. Ma promotion au poste de Senior Product Development Manager avait ressemblé à une victoire, mais c'était juste un titre pompeux qui m'emprisonnait dans des réunions. Les sessions de programmation en direct me manquaient, et voir de jeunes développeurs s'épanouir ne faisait qu'accentuer mon sentiment de déconnexion. Être le patron n'était pas aussi gratifiant que je l'avais imaginé. Avec le recul, je n'ai pas été surpris de me faire virer de Chicago Technology Solutions. Je venais à peine aux réunions, je ratais les échéances et je ne faisais rien pour m'améliorer. Je ne cherchais pas délibérément à me faire renvoyer, mais je ne faisais rien pour conserver ce travail non plus. J'étais déprimé depuis longtemps. Il m'a fallu près de 3 mois pour commencer à faire des progrès, et encore un mois pour trouver une voie qui me convenait. Sans les enfants et leur routine, l'école, les devoirs, les repas, le coucher, j'aurais peut-être perdu la tête. Cette routine m'a donné un objectif et m'a peu à peu aidé à me remettre sur pied. Je me suis lancé à fond dans mon rôle de père au foyer. Les enfants semblaient apprécier ma présence, ce qui me donnait un sentiment de valeur. Mais si ma femme avait remarqué ce changement, elle ne m'en avait jamais rien dit. J'ai rencontré Jennifer lors d'une fête de fraternité. J'avais failli ne pas y aller, car je n'avais rejoint cette fraternité qu'en espérant tisser des contacts après l'obtention du diplôme, pas pour la vie sociale. J'étais juste un autre mec ordinaire, apparence moyenne, note moyenne, personnalité moyenne. Mon prénom, Michael, était l'un des plus courants du pays. Rien de remarquable chez moi. Mais ensuite, j'ai rencontré Jennifer. Elle ne sortait pas du lot de façon spectaculaire, mais je la trouvais captivante. Calme et réservée, elle m'intriguait. Nous avons commencé à parler, à étudier ensemble, et rapidement, nous avons entamé une relation sérieuse. Ces 15 années furent les plus heureuses de ma vie. Nous nous sommes mariés, nous avons déménagé à Chicago et nous avons galéré financièrement, mais nous étions riches de la présence l'un de l'autre. Nous partagions tant de choses, histoire familiale,
passe-temps, objectif. Nous nous complétions parfaitement. Je m'occupais des finances et elle gérait notre vie sociale et l'emploi du temps des enfants. Nous formions une excellente équipe. Au fil du temps, nous avons tous deux progressé dans nos carrières, acheté une maison et voyagé ensemble. Tout semblait parfait quand notre fils, Jacob, est né, suivi d'Émilie. Nous nous sommes installés en banlieue, avec un chien, 2 voitures et ce qui ressemblait à la vie idéale. Mais ensuite, j'ai été promu manager et tout a changé. Le nouveau salaire était formidable, et nous avons rehaussé notre niveau de vie. Je me sentais plus confiant, et Jennifer, toujours magnifique à mes yeux, me paraissait encore plus belle. Notre existence, déjà satisfaisante, semblait encore s'améliorer. Nous voyagions, passions du temps de qualité avec les enfants et mettions de côté pour la retraite. Quand Émilie est entrée à l'école primaire, Jennifer a décidé de reprendre un travail à temps partiel. Elle a trouvé un poste dans une start-up de marketing aux horaires flexibles, ce qui convenait à l'emploi du temps des enfants. Cela paraissait l'option parfaite. Nous n'avions pas besoin de revenus supplémentaires, alors nous avons tout placé en épargne. Avec les enfants qui approchaient de l'université, j'étais certain que nous pourrions prendre une retraite confortable. Pourtant, juste 3 mois avant notre 15e anniversaire de mariage, j'ai découvert que Jennifer me trompait. J'ai trouvé la preuve le jour de mon anniversaire, bien que j'ai eu des soupçons depuis quelques jours. La vérité ne m'a vraiment frappé qu'à cet instant, et j'ai mis des semaines à la digérer. Je n'avais pas envisagé l'impact des journées de travail rallongées de Jennifer sur notre vie familiale. Je gérais les enfants et la maison tandis qu'elle rentrait tard. Au début, je n'y prêtais pas trop attention, mais au fil du temps, j'ai remarqué qu'elle devenait distante. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit qu'elle était stressée par le travail et je l'ai cru. J'ai commencé à prendre plus de tâches pour lui faciliter la vie. Nous avons fini par en discuter. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus besoin de la même forme de distraction qu'avant. Les choses se sont brièvement améliorées, mais cela n'a pas duré. Je gardais mes inquiétudes pour moi, ne voulant pas la brusquer. Un jour, alors que je triais le linge, j'ai trouvé un cadeau caché derrière des boîtes, une boîte rose avec un ruban blanc et une carte postale. Sur la carte, il était écrit « Bien-aimé ». J'ai hésité avant de décider d'attendre mon anniversaire pour l'ouvrir. 2 jours avant mon anniversaire, j'ai fait les choses en grand, j'ai offert des fleurs à Jennifer, un massage des pieds et son dîner favori. Mais sa réaction était distante, comme si elle jouait un rôle. Le jour de mon anniversaire, j'ai veillé à ce que les enfants terminent rapidement leurs devoirs, espérant que tout se passerait bien. Mais quand Jennifer est rentrée tard, j'ai été déstabilisé. J'ai proposé de sortir manger une pizza, et les enfants étaient d'accord. Au restaurant, notre fils Misha a même échangé quelques mots avec la serveuse, et en partant, le personnel m'a souhaité un joyeux anniversaire. Jennifer a semblé surprise, mais elle l'a vite dissimulé. « Je te donnerai ton cadeau plus tard, Michael », a-t-elle dit d'un ton forcé. Le trajet du retour a été tendu, et j'ai failli avoir un accident de voiture. La soirée avait un air étrange, mais quand les enfants se sont enfin couchés, j'ai pensé que les choses allaient se calmer. Cependant, Jennifer est revenue encore plus tard après un rapide aller-retour pour acheter du lait. Quand je suis entré dans la chambre, elle n'y était pas. Elle est arrivée quelques minutes plus tard en chemise de nuit, l'air détendu. J'étais de plus en plus impatient, où était mon cadeau ? Elle m'a tendu une petite boîte emballée avec le même papier cadeau que celui utilisé pour l'anniversaire de Michael. « Joyeux anniversaire, chérie », a-t-elle murmuré avant de se retourner pour s'endormir. J'étais trop abasourdi pour ouvrir le cadeau. Le lendemain, j'ai ressenti une vague de tristesse en repensant à la veille et en me demandant ce qui avait mal tourné. Pendant 2 semaines, je suis tombé dans une profonde dépression, voyant dans ce cadeau un rappel cruel de mon échec. J'avais entendu les clichés selon lesquels le mari est toujours le dernier au courant, mais je ne les avais jamais crus. L'idée que Jennifer me trompe ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Mais quand elle m'a appelé 13 jours plus tard pour me dire qu'elle rentrerait tard à cause de la fête de 30 ans d'Alan, un collègue, j'ai ressenti quelque chose se briser. En me dirigeant vers le placard, j'ai remarqué l'espace vide où se trouvait mon cadeau. Cette prise de conscience m'a percuté comme un coup de poing en pleine poitrine. Je me suis précipité vers la salle de bain, persuadé de faire une crise cardiaque. Pendant un instant, j'ai même espéré que ce soit vrai, tant affronter la réalité me paraissait insupportable. Alan Henderson, le patron de Jennifer, était plus jeune que nous,
beau parleur et charmeur d'une manière qui ne m'inspirait pas confiance. Je l'avais rencontré une fois, et je l'avais immédiatement détesté. Il y avait quelque chose de faux chez lui, comme si chacun de ses discours était répété à l'avance. Mais ce n'est que lorsque ma fille Émilie m'a sorti de ma torpeur en s'inquiétant de mon état, « Ça va, papa ?», que j'ai réalisé que j'étais en train de sombrer. J'ai pris conscience qu'elle avait les larmes aux yeux. « Je vais bien, ma chérie », ai-je menti, tentant un sourire. « J'ai mangé un truc qui ne passe pas. Ça va aller. Va, je te rejoins dans une minute. » Je me suis ressaisi comme j'ai pu, même si mes souvenirs de ce qui a suivi sont flous. Le lendemain matin, un mal de crâne atroce m'a rappelé que j'avais trop bu. Jennifer était déjà à la maison, vaquant à ses occupations comme si tout était normal. Mais quand elle s'est mise à table pour manger, j'ai vu un infime malaise sur son visage. C'était presque imperceptible, mais je l'ai ressenti comme une gifle. Cet instant a brisé ce qui restait de mes sentiments pour elle. J'aimerais dire que je l'ai confrontée, mais je ne l'ai pas fait. J'étais anéanti, engourdi, comme un zombie pendant des semaines. Je l'ai observé continuer sa vie comme si de rien n'était, tandis que je sombrais de plus en plus. Ce n'est qu'à l'approche de notre 15e anniversaire de mariage que j'ai essayé de relever la tête. Jennifer m'a dit qu'elle serait en conférence ce jour-là, ignorant totalement l'importance de la date. Ça m'a fait plus mal que tout le reste. Après m'être rendu ivre-mort ce soir-là, je me suis réveillé furieux. J'ai appelé un avocat, prêt à tourner la page. Mais en arrivant à son cabinet, j'ai découvert à quel point je n'étais pas préparé. Je n'avais aucune preuve concrète de son infidélité. Et même si j'en avais, elle obtiendrait quand même la moitié de tout. Sans preuve d'incompétence maternelle, j'aurais au mieux la garde partagée. Je paierais sûrement une pension alimentaire, et elle garderait probablement la maison et les enfants. Je me suis senti comme un idiot. Mon monde s'effondrait, et je ne comprenais toujours pas comment j'en étais arrivé là. Jennifer ne m'a pas facilité la tâche. Quelques semaines plus tard, elle m'a demandé si quelque chose n'allait pas. « Tu n'as pas l'air bien, Michael », m'a-t-elle dit. « Tout va bien ? » ?»« Non, chérie », ai-je répondu, trop engourdi pour lui dire la vérité. Je jouais la comédie. Puis j'ai perdu mon emploi, ce qui a fini par être une bénédiction déguisée. Un soir, en regardant le journal télévisé, j'ai appris la faillite d'une grande entreprise. Les employés se battaient pour leur salaire, mais l'expert financier a déclaré « l'argent a disparu ». Ça m'a donné une idée. Si nous n'avions plus rien, Jennifer ne pourrait rien me prendre. J'ai décidé de vider nos comptes d'épargne et de ne plus chercher de travail. C'était insensé, je le savais, mais c'était la seule chose sur laquelle j'avais du contrôle. Vivre comme ça pendant 2 ans m'a semblé une éternité. J'ai compris que j'étais seul. Jennifer avait toujours été le cœur de notre vie sociale. Je n'avais pas de vrais amis sur qui compter. J'étais fils unique et mes parents étaient décédés. Pendant ces 2 années, mes enfants ont été les seuls rayons de soleil dans ma vie. Je n'avais jamais trop dépensé pour moi, j'avais toujours gardé mes reçus, mais très vite j'ai compris qu'on ne flambait pas assez pour tout épuiser. Visiblement, j'étais bien meilleur pour économiser que pour dépenser. Alors j'ai intensifié. Je me suis inscrit à un MBA exécutif local hors de prix, près de 120 000 $. J'ai acheté un nouveau SUV de luxe pour 60 000 $. J'ai placé 260 000 $ sur les comptes destinés aux études des enfants. J'ai dépensé des milliers pour un nouveau dressing, et retiré davantage d'argent que jamais. 2 fois par semaine, après avoir déposé les enfants à l'école, je passais à la banque, puis j'allais traîner au bord du lac. Je ne jouais pas tout au casino, mais je retirais souvent de petites sommes pour m'offrir un peu de distraction, même si je ne faisais parfois qu'y manger et traîner. La majeure partie de l'argent était stocké dans un coffre-fort mural dans le garage, mon arsenal personnel au cas où le divorce tournerait mal. L'une de mes plus grosses dépenses fut la surveillance de Jennifer et de son amant. Je voulais tout, photos, vidéos, journal quotidien de leurs faits et gestes. Je ne dirai pas combien ça m'a coûté, mais ce fut plus que je ne suis prêt à l'admettre. Vous vous demandez si Jennifer s'en est rendu compte ? Je dirais oui, sauf pour le jeu. J'ai dû lui expliquer l'argent transféré sur les comptes des enfants car sa signature était nécessaire. Elle a vu la nouvelle voiture, mais n'a jamais fait de commentaire. Elle pensait sûrement que je travaillais toujours et que tout allait bien. Elle dépensait elle aussi, mais je ne disais rien. Je me suis souvent demandé si sa lingerie était pour moi ou pour quelqu'un d'autre.
Nous n'en parlions pas, tout comme nous ne parlions plus de grand-chose. Nous étions cordiaux, nous ne communiquions qu'en cas de nécessité, et c'est tout. Nous n'étions plus que deux colocataires qui se toléraient. Notre vie sexuelle était morte depuis longtemps, et je préfère ne pas y repenser. Passer du temps avec mes enfants m'apportait la seule vraie joie. Nous faisions tout ensemble, devoirs, jeux, parcs, vélo, cinéma. Depuis que j'avais pris en main la cuisine, ils semblaient ravis de m'aider. Je trouvais des recettes simples et les laissais participer. Jennifer apparaissait de temps en temps, mais je ne la forçais pas à se joindre à nous. Si elle était là et qu'elle en avait envie, elle participait. Nous n'échangions aucun mot à ce sujet. Pendant ce temps, je recevais chaque semaine un compte-rendu sur ses activités. Au début, j'ai cru qu'elle s'amusait juste avec son patron, mais il est vite apparu qu'elle voyait plusieurs hommes de son bureau. Avec le temps, certains clients de l'entreprise sont apparus dans son emploi du temps. Est-ce que ça m'a blessé? Pas vraiment. À ce stade, je la voyais déjà comme une femme infidèle. Maintenant, j'avais les preuves pour le confirmer. Les rapports n'étaient pas si surprenants. J'étais soulagé, d'une certaine manière. Ça ne changeait pas grand-chose. Alan Henderson, son patron, n'était pas un grand séducteur, mais il réussissait à détourner l'attention de plusieurs femmes du bureau. C'était un peu surprenant. Je croyais qu'il avait quelque chose de plus sérieux avec Jennifer, mais ils étaient juste deux personnes qui s'amusaient. Les autres hommes étaient du même genre, sauf un client particulier, un type un peu geek avec des lunettes et une pochette de stylo. D'après les photos et vidéos, je ne sais pas si Jennifer appréciait vraiment, mais ça avait l'air pénible. Entre mes cours, le temps passé avec les enfants et mes visites occasionnelles au casino, j'avais beaucoup de temps libre. Alors je me suis préparé à l'après-divorce, même s'il semblait encore lointain. J'ai commencé à faire du sport, sans excès, mais j'ai bien progressé en musculation et en course. J'avais toujours cru que la morphologie et le physique étaient surtout génétiques, et je n'avais pas été gâté, mais j'étais fier de mes progrès. J'ai recommencé à m'informer des nouveautés dans mon ancien secteur, sachant qu'un jour ou l'autre, je devrais sans doute retrouver un emploi. Un an loin de tout m'avait fait prendre du retard, et je le sentais chaque jour un peu plus. Je passais des heures à étudier les nouvelles technologies et les évolutions logicielles. Mon ancienne entreprise, CTS, stagnait. Elle ne perdait pas de terrain, mais elle ne progressait pas non plus. Or, dans la tech, stagner revient à régresser. En parallèle, j'ai beaucoup étudié la question du divorce. Je savais que j'en aurais besoin, mais pas seulement du point de vue légal. Je voulais comprendre son impact sur les enfants, car c'est l'aspect qui me préoccupait le plus. J'avais déjà encaissé l'essentiel de la douleur, mais je voulais me préparer à tout ce qui pourrait suivre. Certains conseils me semblaient inutiles, mais je persistais. 8 mois après le début de cette phase, la panique a commencé à me gagner. Jennifer rentrait de nouveau à des horaires réguliers, faisant de petites conversations, me demandant comment s'était passée ma journée. Je lui répondais brièvement, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Elle a commencé à s'habiller de façon plus provocante le soir, comme pour rallumer la flamme que nous avions perdue. Quelques semaines plus tard, elle est montée d'un cran, après 1 an et demi de distance, elle a commencé à se plaindre de notre manque de communication et à parler de sauver notre mariage. Là, je suis devenu totalement silencieux. Ces tentatives de rapprochement n'ont pas cessé. Pour son anniversaire, je lui ai laissé son cadeau sur la table de la salle à manger. Le papier cadeau était le même que celui qu'elle avait utilisé pour mon dernier cadeau. Son contenu n'avait rien d'une surprise non plus. 6 mois s'étaient écoulés depuis son cadeau d'anniversaire pour moi, une montre digitale bon marché que j'avais repérée dans le rayon « Achats impulsifs » d'une supérette, à 9,95 $, et j'avais été furieux. Mais quand j'avais trouvé un modèle similaire pour femme, je m'étais calmé et j'avais acheté les deux, attendant 18 mois pour lui offrir celui qui lui revenait. Je n'ai jamais su comment elle avait réagi en l'ouvrant, car je n'étais pas là. Les enfants et moi avions improvisé une soirée cinéma, et nous sommes rentrés tard. Le lendemain matin, quand nous nous sommes réveillés, Jennifer était déjà partie. Et la vie a repris son cours. Elle a recommencé à passer plus de temps au bureau, et quand elle était à la maison, on échangeait à peine quelques mots. Quelques jours plus tard, elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. J'espérais qu'elle irait vite, mais j'ai dû attendre presque une semaine pour recevoir les papiers. En les voyant, je n'ai pu m'empêcher de rire. Elle réclamait une pension, un partage inégal de nos biens en sa faveur et parlait de « mauvais traitements émotionnels » comme motif.
J'ai attendu le lundi suivant pour partir en camping avec les enfants. Je ne voulais pas qu'ils soient là quand j'allais passer à l'action. Au bout de 6 jours, nous sommes rentrés. Jennifer nous attendait, assise dans le salon, l'air malade et pas dans le bon sens du terme. J'avais déjà déposé ma demande de divorce pour cause d'infidélité et j'avais réclamé la garde exclusive des enfants et la maison. J'étais au chômage, mais j'étais le principal parent depuis 2 ans. J'ai aussi porté plainte pour aliénation parentale contre ces 7 amants, même si je savais que ça n'irait probablement nulle part. Dans l'Illinois, c'était possible, alors je l'ai fait. J'ai également intenté des actions civiles contre son employeur et contre les entreprises des 3 clients impliqués. Je ne m'attendais pas à gagner, mais la mauvaise publicité pouvait jouer en ma faveur. Pour couronner le tout, j'ai envoyé un DVD de ses frasques à ses parents et à sa meilleure amie, afin qu'ils sachent que je ne cachais rien. Je voulais que Jennifer comprenne que je n'avais pas peur de me servir de tout ce que j'avais contre elle. Les enfants ont pris un goûter et sont montés se préparer pour la nuit. Ils n'ont pas prêté attention à leur mère, et elle n'a pas cherché à leur parler. J'ai pris une bière dans le frigo et je me suis assis en face d'elle. Elle n'a pas tout de suite croisé mon regard. J'ai pris mon temps pour savourer ma bière, laissant le silence s'installer. Elle avait l'air au bord des larmes. Finalement, elle a murmuré, la voix à peine audible, « Tu vas me détruire ». J'ai laissé planer un silence, puis elle a fini par me regarder. J'ai soutenu son regard sans ciller. Bon Dieu, j'espère bien. J'avais imaginé cet instant comme un moment de triomphe, mais en la voyant verser une larme, je n'ai ressenti aucun plaisir. « Est-ce que tu me détestes à ce point ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Non, Jennifer » ai-je répondu d'un ton plat et détaché. « Je ne te déteste pas. Haïr demande un effort, et je ne fournis plus aucun effort pour toi. Toute mon énergie va à moi-même et à mes enfants. Mais je suis ta femme » a-t-elle protesté, presque suppliante. « Arrête » les jeux coupés, d'un ton glacial. « Je ne te laisserai pas salir le souvenir de ma vraie femme, celle qui était aimante, attentionnée et mère de mes enfants. Elle n'existe plus. Toi, tu n'es que celle qui a pris possession de son corps. Ne me parle pas comme si tu représentais encore quelque chose pour moi. » Elle n'a rien dit pendant un moment. Je voyais qu'elle essayait de tout assimiler. Finalement, elle a demandé, « Qu'est-ce que je suis censé faire, maintenant ? C'est une question rhétorique ou tu veux mon avis ? » Sans attendre de réponse, j'ai poursuivi, « Voilà ce que je pense. Tu pourrais fuir, repartir de zéro ailleurs. Je ne te laisserai jamais être véritablement présente dans la vie de mes enfants, alors ça ne devrait pas peser dans ta décision. Ou bien tu peux rester dans les parages, en gardant la tête baissée, mais qui sait ce que les gens finiront par apprendre de tes petites escapades, ou qui aura envie d'embaucher quelqu'un comme toi. Peut-être que tu trouveras un pauvre type qui se fiche de ce que tu es une traînée, mais quel genre de type ce serait ? Ou alors, tu peux tout simplement en finir. » J'ai marqué une pause. J'espère sincèrement que tu ne choisiras pas cette option. Je ne voudrais pas rater l'occasion de te voir souffrir comme la garce que tu es. Mais en même temps, je ne crois pas que mon avis compte pour toi. Il ne comptait plus quand tu as décidé de jouer avec ton patron. J'avais préparé ce moment pendant des mois, répétant chaque mot, imaginant la satisfaction que j'éprouverais en la voyant s'effondrer. Mais quand ce moment est enfin arrivé, au lieu de la jubilation, je n'ai ressenti qu'un profond vide. Les répercussions du divorce ont été floues, pour le moins. Les choses se sont mieux passées que je ne l'aurais cru avec les poursuites judiciaires. J'ai fini par obtenir plus d'1 million de dollars de la part de 3 entreprises dont des employés avaient entretenu une liaison avec ma femme. Mon avocat m'avait pourtant prévenu de ne pas m'emballer, mais après toutes les démarches, recherche de preuves, dépositions, fuites dans les médias, nous avons découvert assez d'éléments pour les mettre à genoux. J'ai moi-même contacté discrètement leurs clients pour leur faire part du scandale. Avec le temps, leur clientèle les a lâchés, et ils ont fait faillite. Alan Henderson, le patron de mon ex-femme, a perdu son poste et a quitté la ville dans la honte. L'argent que j'ai reçu ne m'a pas procuré la plus grande satisfaction. C'est de voir leur chute qui m'a donné un sentiment de victoire. J'ai moi-même eu à encaisser quelques coups. Il m'arrivait de croiser des gens qui étaient au courant de ma situation. Certains se moquaient, ça m'atteignait un temps, mais je finissais par m'en moquer. J'avais déjà accepté mon échec. Les enfants ont aussi été un peu touchés, mais ils s'en sont remis assez vite. La vraie victoire est arrivée quand je suis retourné chez CTS en tant que vice-président de la conception et du développement.
la programmation est redevenue mon refuge. Au cours des 2 années suivantes, j'ai conçu un module logiciel qui permettait à CTS de s'intégrer à 2 grands concurrents. Peu après, j'ai vendu l'entreprise et mon logiciel pour $1 million, plus un beau package de rémunération de CTS. J'ai pensé à prendre ma retraite, mais sans vie sociale, j'avais peur de devenir un ermite. Ma nouvelle aisance financière m'a permis d'engager une femme de ménage et une babysitter, Madame Marlene Jensen, une dame plus âgée qui s'est installée dans l'appartement au-dessus du garage. Au bout d'1 an, elle est devenue une grand-mère de substitution pour mes enfants, douce mais ferme. Sa sagesse m'a aidé à prendre des décisions. J'ai fait de mon mieux pour être un père aimant, mais je ne pouvais me défaire de mon amertume. Madame Jensen est devenue mon ancre. Au fil des années, les enfants ont grandi, et la distance entre eux et moi aussi. Je ne leur en voulais pas, mais je ne voulais pas que mon amertume les contamine. Madame Jensen est restée jusqu'à ce qu'ils partent à l'université, puis elle a pris sa retraite. Je lui ai offert le gîte et le couvert, en remerciement pour toutes ces années. Elle a essayé de me faire ouvrir à l'idée de refaire ma vie, mais je n'ai jamais franchi le pas. Quand elle est décédée, je me suis retrouvé encore plus seul. Je n'ai jamais cherché de soutien psychologique. J'ai simplement laissé les années passer dans une forme de vide. Mon argent m'a permis de faire appel à un défilé de call girls. Je les payais bien, mais une seule a su vraiment m'atteindre, Candy, dont le vrai nom était Marie-Beth. Nous avions un lien plus fort qu'un simple arrangement. Mais quand j'ai senti qu'elle s'attachait trop, j'ai mis fin à la relation. Je ne pouvais pas me risquer à laisser qui que ce soit s'approcher davantage. Quant à Jennifer, sa vie n'a pas été facile. Elle a essayé de me contacter pendant presque 1 an après le divorce, mais je n'ai pas répondu. Je ne comprenais pas pourquoi elle insistait. Peut-être espérait-elle une réconciliation ou voulait-elle se rapprocher des enfants? Je l'ai surveillée encore un moment, m'assurant que ses nouveaux employeurs et petits amis connaissaient ses antécédents. Peu importait qu'il reste avec elle, je ne voulais juste pas qu'elle réécrive l'histoire. Ses tentatives incessantes pour me joindre se sont heurtées à mon silence. Je n'ai jamais bloqué ses emails ou changé de numéro, je voulais qu'elle souffre. J'aurais pu abréger son calvaire, mais je ne l'ai pas fait. Les choses ont fini par devenir incontrôlables. Un jour, je lui ai envoyé un cadeau avec un mot. J'avais acheté de la lingerie dans sa boutique préférée et l'avais emballé avec un ruban blanc. Le petit mot était simple mais amer, et j'espère qu'elle l'a compris. Un jour, un homme qui prétendait être le nouveau prétendant de Jennifer s'est pointé chez moi, ivre. En ouvrant la porte, il m'a repoussé et m'a fait tomber. Grosse erreur. Je n'étais pas un bagarreur, mais ma colère a explosé. En me défendant, j'ai déclenché une bagarre qui nous a blessés tous les deux. Il a été poursuivi pour agression, mais je pense que les séquelles de ses interventions chirurgicales l'ont plus marqué que la justice. Jennifer a finalement cessé de chercher à me contacter. J'ai arrêté de la filer lorsqu'elle est partie travailler comme femme de chambre dans un hôtel en Virginie. La fois suivante où je l'ai revue, c'était 16 ans plus tard, au mariage de ma fille. Mes enfants avaient renoué avec elle après leurs études, et je n'avais pas tenté de les en empêcher. Jennifer avait terriblement vieilli, le visage marqué par les épreuves. Pourtant, il subsistait une lueur de la femme que j'avais aimée. Je n'ai rien ressenti pour elle, si ce n'est le constat qu'elle était assise seule. Elle a échangé quelques mots avec notre fille, mais ne m'a pas approché. Nous sommes restés à distance toute la soirée. Quand je l'ai vue attendre un taxi dehors, j'ai remarqué une petite bague dorée à son doigt. J'ai souri, me disant qu'elle avait peut-être trouvé quelqu'un qui la traitait mieux que je ne l'avais fait. Je me suis approché et j'ai regardé un instant sa bague avant de croiser son regard. J'y ai vu une tristesse indescriptible. Au fait, tu as ruiné ma vie, ai-je dit en français, puisque c'était la langue de notre passé commun. J'ai jeté un coup d'œil à sa main puis à ses yeux. Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rendra heureuse. Sans attendre sa réponse, je suis parti. Mon chauffeur m'attendait et nous avons quitté les lieux. En montant dans la voiture, il m'a salué, « Bonsoir, Monsieur Smith. La soirée s'est-elle bien passée ?» Je me suis installé sur la banquette et j'ai répondu, aussi bien que possible, Jonathan. Rentrons à la maison. Il a hoché la tête, comme vous voudrez, monsieur. J'ai évité de regarder en arrière pendant qu'on s'éloignait, mais j'ai aperçu son reflet une dernière fois. Des années ont passé depuis 7 nuits de mariage. Le souvenir de Jennifer me hante encore parfois, non pas avec colère ou regret,
mais avec un drôle de sentiment de clôture. La vie n'a pas été parfaite, mais c'est la mienne, forgée par mes choix, mes échecs et mes victoires. Les enfants vont bien maintenant, ils construisent leur propre existence. Je les vois souvent, mais je les laisse vivre sans l'ombre de mon passé. Je me suis mis en retrait du travail et je passe la plupart de mon temps calmement, à pratiquer quelques loisirs, à faire du bénévolat et à voyager dans des endroits que j'avais jadis imaginé visiter à deux. La solitude me rend parfois encore visite, mais c'est une vieille compagne désormais, moins cruelle qu'avant. Je repense à tout ça, les erreurs, les trahisons, les victoires amères et je me demande si j'aurais pu faire autrement. Peut-être. Mais ressasser le passé ne le change pas. Certaines nuits, je rêve de Jennifer comme elle était à nos débuts, pleine de vie, d'espoir et d'amour. Je me réveille en sachant qu'elle n'est plus qu'un souvenir, et je laisse le rêve s'évanouir. La vie que j'ai bâtie ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé, mais elle est bien réelle. Et dans ses imperfections, elle me suffit. J'ai grandi dans un petit quartier résidentiel, entouré du bourdonnement constant de voisins et d'amis bien intentionnés. Dès mon plus jeune âge, j'ai eu l'impression que ma vie avançait sur un tapis roulant, vers un avenir balisé par la tradition et les attentes. Mes parents, aimants et prévenants, voulaient ce qu'il y avait de mieux pour moi, mais leur vision de mon avenir m'étouffait souvent. Chaque décision, la façon de m'habiller, les gens que je fréquentais étaient examinés de près. Et pourtant, je n'ai jamais vraiment protesté. Je me suis juste conformé au rôle de la fille obéissante. Quand je suis entré à l'université, j'ai cru ouvrir un nouveau chapitre où je pourrais redéfinir mon identité. Au lieu de cela, j'ai reproduit le même schéma. Rejoindre une sororité m'a semblé une échappatoire idéale pour fuir ma vie sans relief, mais cela n'a fait que souligner à quel point je me sentais déplacé. Mes sœurs, toutes plus glamour et confiantes les unes que les autres, incarnaient le rêve étudiant que je m'efforçais d'imiter sans jamais y parvenir. Je prétendais m'en moquer, mais la solitude me rongeait. Les soirées étaient remplies de rires bruyants et de verres qui s'entrechoquent, mais je me sentais comme une ombre dans un coin. Le soir où j'ai rencontré Michael Smith, j'étais au plus bas. C'était un vendredi, le campus vibrait d'énergie. Je m'étais rendu à une fête de fraternité avec mes sœurs, pour me retrouver aussitôt largué au milieu d'une foule d'inconnus. L'atmosphère était étouffante, l'air saturé d'alcool et de désirs maladroits. Pendant des heures, j'ai esquivé les regards insistants et les approches bourrées. Quand je suis enfin sorti prendre l'air, je me suis appuyé contre un réverbère, espérant en silence que la nuit se termine vite. Et puis, il est apparu. Michael n'était pas imposant ni mémorable au premier coup d'œil, mais il dégageait une sorte de confiance tranquille. Il s'est approché de moi avec un sourire bienveillant, se présentant avec une aisance qui m'a mis en confiance. Nous avons échangé quelques politesses, et pour la première fois de la soirée, je me suis senti remarqué. Je ne savais pas alors que cette rencontre fortuite allait bouleverser le cours de ma vie. Michael Smith ne se démarquait pas immédiatement. Il avait une allure ordinaire, presque effacée. Et pourtant, il était doté d'une chaleur et d'une authenticité qui attiraient les gens à lui. Sa vraie singularité se révélait peu à peu, comme si on ôtait plusieurs couches pour trouver un joyau caché. Notre première rencontre s'est déroulée lors de la pire soirée de ma vie étudiante. Mes sœurs de sororité m'avaient promis de rester unies à une fête, mais elles m'avaient laissé en plan pour s'intégrer au groupe populaire. J'ai passé 2 heures à repousser des avances lourdes, jusqu'à ce que Michael vienne me parler. Il s'est présenté poliment, puis après un moment de discussion, m'a simplement dit « J'ai aimé te parler, Jennifer. Ça te dirait de prendre un café ensemble un de ces jours ? Voici mon numéro si tu es intéressé. » Ce bref échange m'a marqué. J'ai failli ne jamais l'appeler, mais après une semaine d'hésitation, je l'ai fait. Et quand nous nous sommes retrouvés autour d'un café, j'ai vite compris pourquoi il était différent. Michael n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais incroyablement brillant. Il pouvait parler de n'importe quel sujet avec aisance, et il s'intéressait sincèrement à moi. Nous avons discuté de mes difficultés en philosophie antique, et il m'a proposé de travailler ensemble. 3 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés, mais ce n'était pas du simple bachotage, c'était un cours magistral. Il m'expliquait patiemment ce que je ne comprenais pas, sans jamais me faire sentir inférieur. Je lui devais une fière chandelle pour l'examen que j'ai réussi, mais il n'a jamais cherché à s'en vanter. Il disait que passer du temps avec moi était la meilleure récompense. Ce qui le rendait vraiment spécial, c'était à quel point il était différent de la majorité des garçons du campus, pas de fêtes incessantes, pas de distractions superflues, juste un cap sur ses objectifs.
D'abord, ça m'a un peu agacé, mais j'ai fini par admirer sa rigueur. Nos rendez-vous n'avaient rien de traditionnel, on se téléphonait tous les jours, il me laissait de petits mots, et nous passions des heures à la bibliothèque. Il était toujours franc et honnête. Un jour, je lui ai demandé de quoi il avait le plus peur, m'attendant à une réponse un peu macho. Au lieu de ça, il s'est arrêté pour réfléchir, puis m'a avoué à voix basse, « J'ai peur de ne pas être un bon père. Je n'ai pas eu un modèle solide, et je crains de tout gâcher avec ma propre famille. » Je voyais la vulnérabilité dans ses yeux, et ça m'a fait l'aimer davantage. Au bout d'un mois, Michael m'a demandé, « Tu as quelque chose de prévu samedi ?» Il a refusé de me dire ce qu'il préparait, et mes sœurs de sororité avaient un comportement étrange, gloussant dès que j'en parlais. Le jour J, il est arrivé habillé en bordeaux et bleu ciel, accompagné de ses amis vêtus des mêmes couleurs et transportant une glacière remplie de nourriture. J'étais complètement perdu. Il m'a emmené faire un tour de la maison de sororité, et nous sommes arrivés dans une pièce entièrement décorée aux couleurs de West Ham. Ses amis se sont mis à scander des slogans de supporters. Michael avait tout orchestré en sachant que j'avais raté un voyage en Angleterre pour voir mon cousin jouer à West Ham. Il avait enregistré le match, appris les chants et même cuisiné du fish and chips. Quand mon cousin a marqué son premier but en Premier League, Michael a demandé le silence. C'était le geste le plus attentionné qu'on ait jamais fait pour moi. Dans les semaines qui ont suivi, notre routine s'est installée, entre coups de fil, petits mots et café. Puis un jour, devant nos lattes, Michael a semblé nerveux. « Quelque chose ne va pas ?» lui ai-je demandé. Il a bafouillé, je me demandais, « Tu es libre vendredi soir ? On pourrait dîner ? » Comme un rendez-vous. J'ai accepté avec un grand sourire, et il a affiché une mine tellement soulagée que ça m'a fait fondre. Il a souri comme un gamin pendant qu'il finissait son café, et en partant en cours, il souriait encore. À partir de cet instant, tout s'est enchaîné avec une facilité déconcertante. Ma vie est devenue un tourbillon d'amour, de joie et de nouvelles amitiés. J'étais épanoui dans mes études et j'aimais la vie plus que je n'aurais pu l'imaginer. Les gens me traitaient différemment. Je n'étais plus cette fille, j'étais la fille, celle que Michael adorait. On voyait clairement que cela se remarquait, et je me sentais plus sûr de moi. Être avec Michael renforçait mon estime personnelle. Il me complimentait ouvertement, pas de manière mécanique, mais avec sincérité. Je sentais son désir et j'adorais ça. J'avais toujours trouvé Michael attirant, il était plutôt mince et pas très grand, mais il avait un charme discret. Il était incroyablement intelligent, probablement le plus brillant quand il entrait dans une pièce, même s'il ne se vantait jamais. Il évitait les projecteurs, préférant qu'on se concentre sur nous deux. Il prétendait être un type ordinaire chanceux de m'avoir rencontré, mais je savais qu'il était tout sauf ordinaire. Avant de le connaître, je me trouvais plutôt mignonne. Ma famille et mes amis me disaient souvent que j'étais jolie. Pourtant, au milieu de ces femmes magnifiques à l'université, je me sentais banale. Avec Michael, j'ai commencé à me sentir réellement belle. Au fur et à mesure que nous passions du temps ensemble, je prenais confiance en moi, j'assumais mieux mon apparence. Quand le bal de promo s'est approché, j'ai enfin participé à une tradition de sororité, le « jeu du futur mari », où chaque sœur raconte des anecdotes sur son petit ami. Michael a été acclamé par toutes, un exploit jamais vu en 29 ans d'existence de l'événement. Je ne pouvais pas lui dire directement, mais j'étais fier. 3 jours plus tard, j'ai trouvé un moyen de lui montrer ma gratitude. Après l'obtention de nos diplômes, Michael m'a ramené à Chicago en voiture. Nous avons passé le trajet à discuter, à nous tenir la main et à nous embrasser. Chez moi, il a conquis mes parents. J'ai été surprise de le voir demander une bière à mon père, mais celui-ci était ravi. Ils sont allés discuter. Pendant ce temps, j'étais resté avec ma mère, qui souriait d'un air ému. « Oh, Jennifer » a-t-elle murmuré, « celui-là, il ne faut pas le laisser filer. » « Je sais, maman » ai-je répondu, le cœur gonflé de bonheur. 2 heures plus tard, Michael est revenu, évoquant distraitement qu'il avait demandé à mon père l'autorisation de m'épouser. Je n'arrivais pas à y croire. Je chérirai toujours ce moment. Plus tard dans la soirée, après un dîner romantique, il m'a demandé ma main dans la tour Willis, sous un ciel étoilé, les lumières de la ville reflétant la joie que je ressentais. Cette nuit-là, j'ai touché le bonheur absolu. Nous étions déjà fiancés, mais cette nuit a comme scellé l'amour en moi. Je vivais un conte de fées.
Michael a trouvé un excellent travail après ses études, et il est monté en grade très vite. Nous étions sur un nuage, et je n'aurais pas pu être plus heureuse. Notre première décennie de mariage a été un rêve, et fonder une famille n'a fait qu'amplifier ce bonheur. Je ne m'étends pas sur ces années car elles n'expliquent pas vraiment pourquoi tout s'est effondré. Pourtant, je sais avec certitude à quel moment j'ai failli, j'ai cessé de faire confiance à Michael. Michael était exceptionnel par son ouverture d'esprit. Il partageait ses doutes et ses craintes avec moi. Notre relation reposait sur le respect mutuel, et il me demandait toujours mon avis. Ça me donnait l'impression d'être unique et spécial. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir insuffisante, comme si je n'arrivais pas à lui rendre l'appareil. Ce sentiment d'infériorité, je l'ai gardé pour moi. J'aurais dû lui en parler, mais je ne l'ai pas fait. Il m'aurait aidé, j'en suis sûr. À la place, je l'ai laissé me ronger. Les enfants ayant grandi, je me suis senti perdu, cherchant un but en dehors de notre foyer. Je me suis persuadé que j'avais besoin de quelque chose d'autre. Je n'étais pas à la recherche d'un homme, mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. La routine commençait à me lasser, sans que ce soit la faute de Michael. C'était moi qui avais un problème. J'étais agitée, insatisfaite, et malgré les efforts de Michael pour comprendre, je gardais le silence. Je me suis mise à croire qu'avoir un travail résoudrait tout. Je l'ai prévenu après avoir déjà accepté un poste. Je m'étais préparé à défendre mon choix, mais la dispute n'a duré que 4 secondes. Si ça te rend heureuse, vas-y, m'a-t-il simplement répondu. J'étais fier de moi, ridicule de me dire, j'ai réglé ça toute seule. Les premiers mois au bureau furent grisants. J'avais l'impression de m'affirmer comme femme indépendante. L'ambiance était très libre, parfois trop. Certains collègues avaient des aventures légères. Mon patron, Alan Henderson, était le pire. Il n'était pas mon style, trop beau parleur et notoire pour ses histoires sans lendemain. À l'opposé, Michael n'avait pas cette réputation. Après la fête de Noël de l'entreprise, j'ai présenté Alan à Michael. Je voyais bien qu'ils ne s'appréciaient pas, malgré leur politesse. J'ai donc cessé de parler de mon travail ou de mentionner Alan à Michael. J'ai commencé à me jeter dans ce nouveau monde. Au bureau, Alan s'intéressait de plus en plus à moi. Il complimentait mon travail, puis mon apparence. J'ai d'abord ignoré, mais il a su me toucher dans mes insécurités. En y repensant, je vois qu'il a su me manipuler. J'aurais dû comprendre que ce n'était pas de l'amour, mais de la flatterie ciblée. Peu à peu, je suis tombé dans une liaison. Des années plus tard, j'ai réalisé que j'avais trahi Michael d'une façon atroce. Je me plaignais de ne pas me sentir désiré par lui, sans voir que je ne lui donnais aucun accès pour me désirer. Il m'a toujours considéré comme sa partenaire et son égal, il était sensible à mes besoins, mais je refusais de communiquer les miens. J'ai laissé Alan m'exploiter. Il ne m'aimait pas, c'était évident. Il s'amusait, et moi, je lui donnais tout ce qu'il voulait. C'est devenu plus glauque quand j'ai découvert qu'il s'en vantait. Je n'étais qu'un jouet pour lui. Un jour, je lui ai dit que je voulais mettre fin à l'histoire. Il s'est contenté de ricaner et de m'ignorer. Le lendemain, j'ai trouvé un paquet sur mon bureau, contenant des photos compromettantes. J'étais prise au piège. Les 18 mois qui ont suivi furent un cauchemar. Alan me traitait comme son objet et me prostituait presque auprès de certaines relations d'affaires. Je me dégoûtais moi-même, et plus je sombrais, plus je me sentais incapable de me libérer. Jusqu'au jour où il m'a demandé de « divertir » un client dans une salle de conférence bondée. Là, j'ai trouvé le courage de dire non. Je suis allé dans son bureau, c'est fini. Il a haussé les épaules. J'ai alors compris que je n'avais jamais été qu'un pion. En rentrant, j'ai vu l'état de notre maison. J'étais effaré de constater à quel point Michael et les enfants vivaient bien sans moi. Au fond de moi, j'avais espéré qu'il se débrouille mal, que Michael regrette de ne plus m'avoir. Mais quand je l'ai vu nouveau look, nouvelle voiture, gérant tout sans difficulté, j'ai pris conscience de mon abandon. J'ai décidé de récupérer ma place dans cette famille. Sauf que Michael m'avait complètement écarté. Il ne criait pas, il ne me reprochait rien, il me traitait comme un fantôme. J'ai tenté la séduction, toutes les stratégies pour raviver ce qui nous unissait, mais sans succès. Les mois ont passé, et j'ai fini par réaliser que notre mariage était mort. Pas de complicité, pas de dialogue. Je ne pouvais plus vivre ainsi.
J'ai proposé une thérapie de couple. Michael s'est muré dans le silence. Il ne parlait plus du tout. J'attendais le moindre signe, mais rien. Puis le jour de mon anniversaire est arrivé. J'avais naïvement cru qu'il ferait un geste, même infime, en cette date spéciale. J'ai franchi la porte du salon, impatiente, pour découvrir un vide total. Pas de fête, pas de rire d'enfant, seulement un petit paquet sur la table. J'ai deviné aussitôt ce que c'était. 2 ans plus tôt, j'avais oublié l'anniversaire de Michael, et dans la panique, je lui avais acheté une montre bon marché. Je voulais m'en racheter plus tard, mais je n'en ai jamais eu l'occasion. Cette montre était devenue le symbole de mon mépris. Ce soir-là, je me suis couchée furieuse. Il avait volontairement éloigné les enfants de moi pour me faire payer. Si j'avais été lucide, j'aurais vu le message au-delà du cadeau. Michael n'avait jamais été du genre à infliger des punitions mesquines. Mais j'ai réagi sous le coup de la colère, sans chercher à comprendre. J'ai décidé de divorcer. C'en était trop. J'avais un avocat, je savais que j'obtiendrais gain de cause. La partie la plus douloureuse fut d'annoncer ma décision à Michael. Il était là, dans notre chambre, l'homme avec qui je pensais vieillir. Il avait l'air vidé, abattu. « Michael, je veux divorcer. » Un long silence a suivi. Il n'a pas pleuré, il n'a pas crié. Il a juste dit « d'accord ». C'était tellement froid. Quelques jours plus tard, il a reçu la notification de divorce. J'ai noté un léger changement chez lui, comme s'il essayait de faire un effort, mais c'était trop tard. Le lundi suivant, en sortant de la maison, il m'a presque proposé un au revoir trop gentil. Je n'ai pas relevé. Au travail, les choses étaient étranges. Je voyais mon patron, le PDG et l'avocat de la boîte discuter dans la salle de conférence avec des airs de panique. Pris dans ce remue-ménage, je n'ai pas vu l'homme qui venait vers moi. Jennifer Smith ? Oui. Vous êtes assigné à comparaître, a-t-il dit en me tendant une enveloppe épaisse. Il a pris une photo, puis est reparti. À peine avais-je décroché mon téléphone que mon avocate s'est mise à hurler contre moi pour ne pas l'avoir informé de je ne sais quoi. J'étais sonné, je ne comprenais rien. L'instant d'après, la responsable RH et un agent de sécurité étaient devant moi. Madame Smith, vous êtes suspendue pendant l'enquête sur votre comportement inapproprié au travail. Veuillez rassembler vos affaires et quitter l'immeuble. Mon monde s'est écroulé. Les collègues me regardaient emballer mes affaires pendant que le vigile me surveillait. Je me sentais humilié. Puis, en remontant dans ma voiture, j'ai enfin ouvert l'enveloppe. La contre-pétition de Michael m'a terrifié. Il avait détaillé toutes mes aventures, avec des preuves incriminantes. Pire encore, il n'y avait plus un sou sur nos comptes communs. Je ne savais pas comment il avait fait, mais tout avait disparu. Le coup de massue, c'était le mot « infidélité ». Même mon père m'a traité de « traîné » avant de me raccrocher au nez. La semaine suivante a été un enfer. J'étais en état de choc. Michael avait laissé un petit mot pour dire qu'il emmenait les enfants camper. Ma seule amie, Rebecca, m'a appelé pour me dire qu'il lui avait envoyé un DVD. Elle m'a averti de ne pas regarder. Et j'ai compris que j'avais tout perdu. Je n'avais pas de travail, plus d'argent, plus de famille. Mon avocate me hurlait dessus. Rien à faire. Le jour où Michael est rentré, je l'attendais pour tenter de faire la paix. Il est entré, nous avons échangé quelques mots. À peine avais-je prononcé une phrase qu'il a explosé. Il a hurlé toutes les insultes que je pouvais imaginer. J'étais sidéré. Et il est parti en me laissant en miettes. Je voudrais dire que j'ai cessé de me battre, mais ce n'est pas vrai. J'ai essayé de recoller les morceaux, sans succès. Les enfants m'ignoraient. Ils vivaient dans un monde où je n'avais plus ma place. J'ai rapidement compris que je n'avais aucune chance au tribunal. Aucun emploi, plus de soutien familial, et surtout, un dossier accablant contre moi. J'ai atterri sur le canapé de quelques amis, la plupart des hommes divorcés qui se sentaient un peu désespérés. J'espérais toujours qu'un arrangement serait possible. Mon avocate m'a suggéré de consulter un psy pour montrer que je prenais des mesures pour me réformer. Je suis résolu, racontant tout à la thérapeute. À la fin, son diagnostic a été brutal, fuyez. Ne cherchez pas à recoller les morceaux. Il ne vous pardonnera jamais. Alors je suis parti. J'ai tout quitté pour un trou perdu en Virginie.
j'ai trouvé un boulot minable, vécu dans un appartement sans âme. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme qui me supportait. Nous n'avions pas de passion, juste une sorte de pacte de convenance. Ça me semblait être un juste châtiment. Les enfants m'ont recontacté une fois grand. Ils m'ont demandé comment j'allais, sans chercher à me voir. Michael, lui, brillait dans le secteur de la tech. Il était millionnaire, son image soigneusement préservée. Je suivais sa réussite en secret. Bien plus tard, j'ai reçu un faire-part, le mariage de ma fille. J'ai été surprise d'y être invité. Le jour J, j'ai vu Michael. Il était éblouissant, l'homme que j'avais autrefois anéanti. Son aura m'a rappelé tant de souvenirs. J'ai ressenti un pincement au cœur. Il m'a repéré ensuite et s'est approché. Pour information, tu as ruiné ma vie, a-t-il dit froidement. Puis, remarquant la bague à mon doigt, il a semblé la considérer. Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rend heureuse. Et il est parti. Cette simple phrase a suffi pour me rappeler à quel point j'avais tout perdu. Aujourd'hui, je vis toujours dans cette petite ville de Virginie, une vie que je n'aurais jamais imaginée. Mais j'assume enfin mes choix et leur prix. Mes journées sont calmes, presque vides. Mon mari n'est pas vraiment un compagnon, juste une présence tolérée dans cet appartement dépourvu de chaleur. Parfois, je me surprends à espérer un signe du destin. De temps à autre, mes enfants me donnent des nouvelles de leur père. Ils ont construit leur propre univers, riche et heureux, grâce à lui, ce père qui s'est occupé d'eux alors que je les avais abandonnés. Je suis fier d'eux, même si ma contribution à leur réussite a été insignifiante. Quant au pardon, je n'en attends pas de Michael, pas plus que je ne me le suis jamais accordé à moi-même. Il me reste seulement des bribes de souvenirs, le poids de mes fautes et l'image d'un homme qui me regardait autrefois comme si j'étais tout son univers. Il m'arrive d'imaginer un monde où j'aurais fait des choix différents, où nous aurions affronté chaque tempête main dans la main. Mais ces scénarios ne sont que des rêves. Au final, je poursuis ma route un pas après l'autre, marqué à jamais par les leçons du passé. C'est à la fois mon fardeau et mon guide. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.